Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour Vassoto. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce grand journal sur Radio J. Alors, qu'Anthony Blinken arrive aujourd'hui en Arabie Saoudite pour notamment essayer de faire un pas vers la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. En tout cas, en Israël, il a employé un ton un peu ferme par rapport à Binyamin Netanyahou en lui disant qu'il fallait rentabiliser l'élimination de Yahya Sinwar pour parvenir à la fin de la guerre, au retour des otages et à un cessez-le-feu. C'est à peu près ce que dit la France, même si Jean-Noël Barrot n'est pas en Israël aussi souvent qu'Anthony Blinken. La France dit la même chose, mais ne fait pas la même chose, notamment en matière d'armement. Pourquoi ce même message avec deux comportements différents de la France et des États-Unis? Alors, je suis moins à même de vous répondre sur la France. Je vais le faire sur les États-Unis. C'est vrai que les Américains ont une pratique vis-à-vis d'Israël qui est de considérer que comme c'est la seule démocratie, au sens où nous l'entendons en tout cas dans nos contrées, je vais le dire ainsi, dans la région, il faut défendre absolument Israël. Il faut dire aussi que les États-Unis ont présidé à la décision de reconnaissance d'Israël par l'ONU. Ils ont été le premier pays à être derrière et cette aide américaine et ce soutien américain il y avait l'URSS aussi, hein. Il y avait l'URSS aussi. Je dis il y avait l'URSS. Oui, il y avait l'URSS aussi, bien sûr. Je ne répondais, comme je l'ai dit, que sur les Américains. Mais bien évidemment, le fait est que pour les Américains, il y a aussi une question de légitimité qui se pose pas tout à fait de la même façon qu'en France, puisqu'en France on a un exécutif qui décide de ce qu'il veut à peu près comme il veut, en tout cas en politique générale, politique étrangère, c'est assez flagrant. Pour les États-Unis, c'est quelque chose de collectif qui se fait avec le Congrès, ne l'oublions pas, et d'ailleurs on l'a vu dans les différentes visites des premiers ministres ou présidents israéliens qui passent systématiquement devant le Congrès, et ils ont bien raison, puisque c'est au Congrès qu'ils doivent cette aide quasiment inconditionnelle qu'ils reçoivent de la part des Américains, et ces instances, que ce soit le Sénat ou la Chambre des représentants, qui votent les crédits et qui votent les décisions d'aide à l'armement, ont toujours été sur la même ligne, sans jamais bouger. Le président, en réalité, ne fait qu'appliquer là-dessus, même s'il y a une grande corrélation entre exécutif et législatif aux États-Unis sur cette question. C'est quand même une façon de fonctionner qui est différente. Jean-Éric Brana, là, Anthony Blinken était en Israël, il va en Arabie Saoudite. Avant les massacres antisémites du 7 octobre, il était question effectivement de négociation entre Israël et l'Arabie Saoudite pour promouvoir une normalisation. Pourquoi cette normalisation entre Israël et les pays de la région qui a commencé sous Donald Trump mais qui se continue là sous ce mandat est si importante? Oh ben elle est de toute façon, j'ai envie de dire inéluctable. Aujourd'hui, pour l'ensemble de la région, il est évident qu'il y a un ennemi commun, de toute façon déjà, qui se trouve être l'Iran. Et le fait est que pour la protection mutuelle et puis pour l'entente mutuelle, il faut absolument aller vers une normalisation. Vous avez raison de répéter que ça a été fait sous Trump. Vous avez raison aussi d'insister sur le fait que ça s'est gelé à partir du 7 octobre. Je crois que tout le monde a regardé aussi comment ça allait bouger dans la région, et avec la peur que cela s'enflamme. C'était un petit peu évident et c'était dans toutes les têtes. On en a beaucoup parlé sur votre antenne d'ailleurs. Tout cela était quelque chose craint plus qu'attendu. J'allais utiliser le mot attendu, mais c'est plus craint qu'autre chose. Aujourd'hui, ce qu'on peut regretter, c'est que Blinken relance ce processus-là, en parle au moment où il termine le mandat, puisque ça se termine pas le 5 novembre, mais le 5 novembre, il y aura en tout cas un nouveau président-élect, et d'ici le 20 janvier, on se dit que tout cela ne pourra de toute façon pas évoluer
rapidement. Ça n'est que par la suite que ça va bouger. Ça n'est que par la suite que ça va bouger. On est à 15 jours maintenant des élections aux États-Unis. Donald Trump a multiplié les déclarations comme il le fait souvent. Ça fait partie aussi de sa campagne, des déclarations pour dire si j'avais été là, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Si j'avais été là, l'Iran n'aurait pas attaqué Israël parce que il m'aurait respecté moi alors qu'il ne respecte pas Biden. Si jamais Donald Trump est élu, qu'est-ce que ça va changer pour les relations entre Israël et les États-Unis, notamment peut-être les relations de Premier ministre israélien à président? Alors d'abord, permettez-moi un commentaire sur les déclarations de Donald Trump, puisque vous les évoquez. Ce sont des propos de campagne électorale. Et il faut les prendre que pour cela, c'est-à-dire que il parle à une Amérique qui ne s'occupe quasiment pas de politique internationale, qui a un attachement à la paix, en revanche, qui est extrêmement fort. Et c'est le cas depuis la guerre en Irak, où il y a eu une demande très très puissante de la part du peuple américain pour se retirer de la scène mondiale. Quand Donald Trump explique qu'avec lui c'est la paix, puisque vous l'avez pas signalé, mais c'est aussi la fin du propos. Avec moi il n'y a pas eu de guerre et la paix va revenir comme par enchantement dans le monde. On n'est évidemment pas dans une situation géopolitique réaliste par rapport à ce que nous connaissons. Il est évident que si Donald Trump devient le 47e président après avoir été le 45e, on va avoir un mandat radicalement différent puisque l'état du monde n'est plus le même et que Donald Trump ne pourra pas avoir le même type de présidence. Il ne pourra pas être simplement quelqu'un qui va faire de la géoéconomie, mais qui devra faire de la politique, de la géopolitique et d'aller sur le terrain pour effectivement calmer les ardeurs des uns et des autres et puis essayer de naviguer dans tout cela. Alors maintenant, sur le terrain israélien, c'est vrai que Donald Trump a apporté un soutien extrêmement puissant à Israël. Je suis dit, il n'a pas été moins puissant de la part de Biden. Il y a eu des paroles qui ont été un petit peu différentes et puis un partage de la bienveillance, j'ai envie de dire, de la part de Biden pour l'ensemble des personnes concernées dès lors qu'il s'agissait des civils. Pour Donald Trump, ce à quoi on peut s'attendre, parce que il vous a pas échappé qu'il n'a pas fait de discours de politique internationale, ce qui est différent de 2020 et de 2016, où il avait en 2016 fait 3 discours, en 2020 il en a fait un. Donc à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, grande question. Je veux dire, on peut imaginer, au regard de ce qu'on a déjà vu, et sachant qu'il a le soutien des évangéliques et que les évangéliques ont un attachement à Israël qui est extrêmement puissant là aussi. C'est à eux que Donald Trump parle quand il parle d'Israël. C'est aux juifs américains en priorité, aux antisémites qui manifestent dans les campus ou aux évangéliques ? Non, il parle d'abord aux évangéliques, puisque les évangéliques considèrent que la terre d'Israël est sacrée, vous le savez. Ensuite, il parle aussi aux juifs américains, en tout cas à ceux qui le soutiennent, et il y en a. Il ne faut pas croire que tous les juifs américains sont démocrates. Ensuite, il parle au reste du pays et il parle à Israël, puisqu'il attend une relation forte, bilatérale et une reconnaissance mutuelle des deux peuples. Alors, Donald Trump, il est réputé, Donald Trump et Benjamin Netanyahou, ils sont réputés pour bien s'entendre. Ça, qu'est-ce que ça peut changer ? Ça changera pas. Ça changera pas. Je crois que c'est chacun dans son précaré et tout le monde est content. En réalité, c'est plutôt comme ça que cela s'articule. Et c'est pour ça qu'ils s'entendent bien d'ailleurs. C'est parce que chacun va se respecter et s'épauler des deux façons. Alors, je termine quand même ce que je voulais dire sur à quoi on pouvait s'attendre. On peut s'attendre à nouveau au retrait de l'UNRWA comme il y avait eu dans le premier mandat. On peut s'attendre à un retrait de l'UNESCO comme il y avait eu dans le premier mandat. Pour les mêmes raisons, pour les raisons d'antisémitisme qui sont adressées à l'UNESCO de la part de certains républicains et de Donald Trump en particulier. Donc c'est
on va avoir une politique qui va ressembler, je pense, à ce qu'il y a eu dans le premier mandat. Mais attention, on n'est plus dans la même situation géopolitique. J'insiste bien là-dessus parce que désormais, on a une poudrière et en réalité, on n'agit pas de la même façon quand c'est capable d'exploser de tous les côtés. Donc, je reviens au Congrès. N'oublions pas qu'aux États-Unis, le Congrès a une puissance supérieure à celle du président pour ce qui est de la politique étrangère, et c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. J'insiste bien parce que la présidence du Sénat, en tout cas la présidence du Parti républicain au Sénat, va changer. Ce ne sera plus Mitch McConnell, qui est aussi un vieux routier de la politique et qui avait aussi ses liens avec Israël extrêmement forts. Alors on va regarder qui arrive derrière, et là je pourrais vous en dire plus sur ce qui va se passer. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris 2 Assas et spécialiste des États-Unis. Bonne journée à vous, merci. Au revoir.